Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour à tous, mon nom est Patrick Marcellet et je vous souhaite la bienvenue à ce 12e épisode déjà du podcast des Dérangeants. La thématique d'aujourd'hui, c'est la concurrence ou la compétition qui peut parfois être dérangeante quand même, on va se le dire. Et pour nous parler de tout ça, on aura aujourd'hui Jean-Daniel, Carlo et Alex. Bonjour à vous. Bonsoir. Salut Pat. Bonsoir. On commence comme on en a l'habitude évidemment par vos coups de cœur et vos coups de gueule avant d'aborder la compétition, la concurrence et d'ailleurs aussi avant d'accueillir, je tiens à le dire, la sommelière Jessica Arnois qui en a très long à dire aujourd'hui, vous allez voir. Donc, vos coups de cœur, vos coups de gueule, par qui on débute? Ben moi, je me laisse inspirer d'Étienne Crevier. Je vais faire la plug de la semaine. On commence pas toi aussi. Et je vais plugger un de mes projets parce que je suis extrêmement fier de mon équipe et de ce qu'on vient de lancer aujourd'hui. On a acheté il y a quelques mois un terrain de 1254 acres à 1 heure de Montréal. Fait que pour les non-initiés, c'est 1,5 fois Central Park. Gros comme le plateau Mont-Royal ou 964 terrains de football. Et tabarouette quand même, OK. Et avec 2 lacs, une montagne. Et on crée la première destination B-Side Cabins. Donc avec des chalets B-Side. Et on va pouvoir faire de l'expérientiel et vivre en fait notre lifestyle là-bas. Fait qu'on est extrêmement heureux. C'est un projet sur lequel ça fait des années qu'on pense, qu'on travaille. Et là, on vient de concrétiser ça aujourd'hui même. Ah, félicitations. Très cool. Merci. Vraiment, très cool. Vraiment très le fun, certain. Mon coup de cœur, c'est difficile de faire bref, mais je vais faire bref, c'est le progrès en général de la technologie. On le voit avec Uber, puis ça me fait penser au thème de l'épisode d'aujourd'hui qui parle de la compétition puis des compétiteurs. Il faut embrasser le progrès, il faut embrasser la technologie comme un moteur de progrès. Il faut que nos sociétés s'adaptent avec des bonnes valeurs parce que ce progrès technologique-là va nous amener à redéfinir ce qu'on fait. Dans les 50 prochaines années, il va y avoir immensément de changements, comme on l'a vu dans ce microcosme des taxis. Plein de changements, ça fait du mal à des gens, entre autres des chauffeurs qui ont payé une fortune leur truc. Ça fait du bien aux utilisateurs. Ça, c'est rien dans une vie humaine, mais la gestion du trafic, la gestion des prisons, la gestion des écoles, tout va changer. Gardons nos valeurs fortes pour modeler ce monde-là de demain qui va changer extrêmement vite. Ça, c'était un coup de cœur ou un coup de gueule? C'est une expression de poésie. Okay. C'est de la philosophie. C'est de la philosophie, okay. Puis on a le droit... on n'a pas besoin de toujours être basique, les entrepreneurs. On a le droit d'avoir une philosophie de vie. OK. Fait qu'Alex soit clair. On va couper le bout de Carlo. Alex, je t'écoute. Hey, je vais d'un coup de gueule. OK. Il y a quelques jours, la base. Il va dans un coup de gueule pour le coup de cœur de Carlo. Moi, je vais être clair. C'est un coup de gueule. Okay. La cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé. Oui. C'est une grande tristesse et une grande perte. Les grandes familles d'Europe ont sorti 1 milliard, Pat, en dons en 24 heures. Il me semble qu'il y a des causes dans le monde qui auraient besoin de cet argent-là qui sont peut-être un petit peu plus importantes, quitte à ce qu'on rebâtisse un peu moins longtemps. Je comprends que c'est un gros moteur économique, mais cette cathédrale-là appartient à la France, donc à l'État. C'est l'État qui en bénéficie. Il me semble qu'on aurait pu faire d'autres choses avec cet argent-là. Il y a des enfants qui ne mangent pas tous les jours. 1 milliard d'euros, là, tu fais un bout de chemin, mettons. Surtout qu'on s'entend que la religion catholique a quand même des sous aussi. Oui, on s'entend que, tu sais, je suis pas mal sûr qu'ils sont capables de rebâtir un toit. Là, ouais. Puis, donc, voilà, je trouve qu'au niveau humain, là, on en a peut-être échappé une. Puis en plus, en France, ça fait des mois que Macron dit qu'il ne peut pas taxer plus les riches parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils sont déjà égorgés. Ah boy, les gilets jaunes, on en a encore pour quelques mois. Là. Je te confirme que ton coup de gueule était effectivement précisément un coup de gueule. Je te félicite. Merci, Pat. Ça a bien été. J'envoie pas mes notes avant le show, mais écoute, je fais des bons coups de gueule. Dans quelques instants, restez avec nous. On reçoit la sommelière qui est devenue carrément présidente d'un empire, Jessica Arnois. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par le programme HOP du groupe Millésime. Votre équipe grandit. Profitez d'un accompagnement sur mesure dans vos défis de recrutement. Visitez millésimehop.com. Notre invité d'aujourd'hui s'est donné comme mission de démocratiser le vin et ça va tellement bien que le Québec va finir avec une cirrhose. Elle est la présidente des productions Jessica Arnois et sommelière. Jessica Arnois, merci tellement d'être ici. La première question est tellement vaste et vague, mais comment est-ce qu'on passe de sommelière
à présidente d'un tel empire. Et j'utilise le mot. Non, mais c'est vrai, avec les 20 buts et compagnie, c'est devenu un empire. Là. Il faut juste avoir des bonnes valeurs, je pense, faire le mieux qu'on peut, et puis après ça, foncer. Parce que sinon, on n'arrive jamais à rien. Si on m'avait dit qu'un jour, j'aurais vendu 8 millions de bouteilles de but en 2 ans et que j'y aurais pas cru. Par contre, si on m'avait dit, est-ce que tu es capable d'aller outsourcer, chercher des vins à qualité, à moindre prix, disponibles partout, je t'aurais dit oui. Tu sais, il y en a beaucoup qui se sentent imposteurs en affaires parce qu'ils se disent, pourquoi moi? Ou une journée, tu es millionnaire, le lendemain, tu es en faillite. Tu gambles beaucoup, tu prends des risques. Il faut que tu saches gérer ton cash flow, gérer tes impulsivités parce que c'est comme gambler. Vient un temps où, tu sais, on parle d'empire, mais c'est dangereux. Parce que de trop en vouloir, t'arrêtes quand, t'arrêtes où. Puis moi, j'ai souvent pour m'en dire que des fois, on veut être quelqu'un, comme on va prendre Trump, là, par exemple. C'est plus le cash qui l'inspire à continuer. C'est quoi? C'est le besoin du gain d'être quelqu'un, le power. L'ego. Et ça, c'est vraiment mauvais parce que ça t'amène jamais rien dans la vie. Donc, quand t'es entrepreneur, je pense que c'est tout ça qu'il faut que tu jongles avec. Tu parlais de tes valeurs. Ouais. Quelles sont tes valeurs à toi? C'est la famille. C'est vraiment l'honnêteté. Tu sais, dans tout, dans l'authenticité, c'est une valeur très importante pour moi, que ce soit dans le produit. Parce que quand on parle, justement, je te parlais de 8 millions de bouteilles, là. Écoute, tu as un problème d'outsourcing, d'aller chercher plus de raisins. Je peux pas les inventer, les raisins. C'est du jamais vu dans un vin québécois. Là. C'est du jamais vu. En fait, c'est pas des vins québécois, c'est que je l'achète en Italie, en France, en Espagne pour le moment. J'essaie, justement, là, je viens de vendre Vin au féminin, qui était ma compagnie d'artistes en sommellerie, pour justement focusser, puis je veux acheter en joint venture avec mes partenaires qui sont à Arterra, si jamais ça peut se faire, là, un vignoble au Québec. Donc, planter, voir, être visionnaire, pas juste pour moi, pas juste pour créer un trend, quelque chose qui te fait grandir. La même chose pour les vins. Les vins bu, c'est une marque, mais ce que ça l'a donné comme ton, c'est « Hey, on peut-tu arrêter d'avoir juste des vins comme d'épicerie? » Ça, c'est un vin qui est rentré autant à la SAQ dans les 2 réseaux qu'alimentation et ça devient des points de vente. Par contre, selon la loi qui n'a pas changé encore, c'est des vins faits en vrac. Parce que pour être en alimentation, il faut que ça arrive en vrac. Mais moi qui étais écolo, ça faisait bien mon bonheur parce qu'il faut savoir que je suis une ancienne acheteuse à la SAQ. Et j'achetais les vins haut de gamme à ce moment-là. Et quand c'était, tu sais, les grosses bouteilles, exemple chiliennes, là, qui pour paraître haut de gamme, ils pèsent 1 tonne, mais c'est l'enfer dans le transport parce que, on paye plus cher. Là, c'est comme le bordel et c'est pas écolo du tout. Donc, je leur demandais toujours de garder le même jus. Donc, la qualité du produit, mais de réduire le poids de la bouteille. Ça, c'était dans mes valeurs. Donc, tu as des valeurs écolo fortes. Écolo, très fortes. Puis dans tes valeurs de transparence, est-ce que c'est difficile d'opérer dans une industrie qui n'est pas si transparente? On commence à peine à savoir qu'il y a beaucoup de produits qui sont pas nécessairement bons pour notre santé, qui sont dans les vins. Puis c'est comme si on voyait ça d'une façon noble, le milieu du vin, puis finalement, on commence à découvrir que c'est pas si legit que ça. Comme dans tous les produits. Tu regardes ta gomme à mâcher, tu regardes ton Coke, tu regardes, c'est comme aberrant que Santé Canada dise OK à tout ça d'une certaine façon. Ça va de même pour le vin. J'ai essayé de faire en quantité, à moindre prix, un vin bio. Ça, je le laissais et je le laissais encore. Ça devrait même pas être écrit bio, ça devrait être d'emblée bio. Est-ce que c'est possible? C'est difficile. Tu peux faire ce qu'on appelle la lutte raisonnée. Donc, en temps de grande crise, tu peux traiter très, très léger. Ça, je trouve ça intéressant comme approche parce que tu te gardes une constance, tu perds jamais rien et puis tranquillement, tu t'en vas vers le bio. Normalement, une sommelière va avoir évidemment des cours de sommellerie. Bon, tu vas prendre les cépages, etc., etc. Je t'écoute parler. As-tu fait des études autres que ça au bout du compte? J'ai bu. Non, mais... Disons-le. Mais as-tu fait, je ne sais pas, de l'entrepreneuriat, quelque chose? Parce que tabarnouche, c'est pas rien, là. Non, moi, mon vrai background est en psychosociologie. Donc, encore là? Oui, sais-tu pourquoi c'était planifié? Moi, j'ai commencé dans le vin à 7 ans, OK? Dans le temps des vins et fromages de ce monde, de Gaston Lheureux, de Benoît Marleau. Je sais pas s'il y en a qui l'ont connu. Benoît avait un restaurant qui s'appelait Chez Marleau et c'était ma nounou. Benoît était un homme fort sympathique qui m'amenait un peu sur les plateaux de tournage, tout ça. Puis on avait un événement. Ma mère a créé l'Association de mode du Québec. Et elle faisait des défilés, OK? Avec des grandes stars québécoises qui portaient des créateurs québécois. Et pendant ce temps-là, il y avait du vin. Et puis, j'ai voyé déguster puis parler de tout ça. Puis je suis tombée amoureuse de ce... Je buvais pas, évidemment, du vin à 7 ans, mais ils ont commencé à voir que j'avais un nez. J'étais capable de percevoir les arômes du vin. Puis je l'ai toujours gardé sous forme de jeu. Donc, à 14 ans, c'est ce que j'ai dit à mon père. J'ai dit, mon père, c'est un prof, là, OK? Puis c'est un érudit, là, c'est une brain. Puis c'est un entrepreneur. Il était prof de jour, entrepreneur en même temps. Bref, il y avait toujours plein de business. Et puis, il m'a dit, Jess, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, j'ai dit, moi, je veux travailler dans le vin.
Mon père boit pas une goutte d'alcool. Ça part mal. Fait que, il m'est revenu 3 jours plus tard sans me parler. Il est revenu, il a fait ses devoirs. J'ai un père exceptionnel, sincèrement. Il m'a offert d'être un nez à grasse pour les parfums. Ça m'a pas plu. Je suis allée m'asperger de parfum, j'ai eu mal au cœur. Je me suis dit non, ça sera pas pour moi. Il m'a offert l'université, ça c'était non négociable, en honneur de mon grand-père. Mon grand-père travaillait dans une shop de chaussures quand il était jeune, puis pour lui, c'était un brain aussi. Il a pas pu se payer les études. Donc mon père est allé vraiment loin, jusqu'à la Sorbonne. Fait qu'il m'a dit, garde ça, on est rendu là dans notre famille. Fait que l'université, c'est comme le secondaire. Tu briseras pas ça. Fait que moi, là, pour le vin, c'était pas nécessaire d'aller à l'université. Pour être un œnologue, donc la science de faire du vin, là, je pouvais aller à Bordeaux. Mais j'ai dit à mon père, mais non, je veux pas faire juste un vin, moi, je veux tous les vins. Fait qu'il m'a dit, parfait, il dit, écoute, je pense à ça. Il dit, tu sais, t'es bonne en communication, pourquoi tu fais pas de la com'? Avec la psychologie, tu adores l'humain. Il est au centre de tout. Et puis, tu feras ton cours de sommellerie. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis psychosociologue. J'ai mon cours de sommellerie. Et puis, j'ai fait mon MBA. Je pense qu'un des traits très uniques que tu as, c'est la capacité de communiquer. Parce que le vin peut être péteux. Là. Tu t'es rendu compte de ça, toi? Oui, mais il est observateur. J'ai suivi un cours. J'ai eu la chance de suivre un cours. Et, petite anecdote, on parlait, c'est quoi un vin minéral? Puis à l'époque, j'avais aucune idée. Puis, pour vrai, j'avais un peu cette perception-là de le vin, c'est une industrie de péteux, c'est haut de gamme, tout ça. Puis elle dit, liche la roche qui est là. Elle avait amené une roche. Elle dit, ça, c'est minéral. Puis si tu veux savoir ce que ça veut dire astringent, mange la branche. Exactement. Il y a vraiment de le vivre. Mais ma question est plus de savoir, est-ce que tu penses que tu es une meilleure sommelière ou une meilleure communicatrice? Je pense que c'est juste d'être un meilleur humain dans tout ce qu'on fait de mieux. Point. C'est Einstein qui disait, tu sais, si t'es pas capable de le rendre simple, là, c'est parce que tu l'as pas compris. Fait que pour moi, là, faut que ce soit simple. Sinon, c'est parce que j'ai pas compris, fait que je continue à étudier. Moi, quelque chose que j'ai pas compris, 8 millions de bouteilles, 10-15 $ la bouteille, ça fait plus de 100 millions de revenus. Comment fonctionne la mécanique du modèle d'affaires dans le vin, que ce soit en épicerie ou à la SAQ? C'est très différent. Dans le vin, là, tu vas payer ta matière première qui est le raisin X. Après, tu as ta bouteille. OK? Après, tu as ton bouchon. Ça, c'est un prix global qui n'est pas si cher que ça. 4 $, 3 $? Ça va dépendre de ce qu'il y a dans la bouteille, mais admettons que tu peux t'en aller dans ces eaux-là. Ensuite, c'est le transport. Le transport, là, tu as vu, c'est presque 1,40 le pétrole en ce moment. Il y a quelqu'un, à un moment donné, on était à la radio, il me dit « Ouais, mais moi, en Espagne, je payais 3 € ma bouteille. » J'ai dit « Ben oui, t'es-tu allé à pied en Espagne? » Ça t'a coûté combien ton billet d'avion? Pourquoi qu'on n'a pas ça, des bouteilles à 4,50 au Québec, vous pensez? Parce qu'on ne paye pas notre staff, comme au Chili, par exemple. Si tu as le goût qu'on te paye 1 pièce ou 2 pièces de la journée, ben va-t'en travailler là-bas. Moi, ça me tente pas. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu regardes tout ça. Et puis aussi le volume, la quantité. Ceci dit, admettons qu'on est à peu près à 4 $, grosso modo. Là, tu as le transport. Le transport va varier beaucoup. Là, tu as la marge qui est entre les deux. Tu as ton distributeur puis ton acheteur. Nous, ici, on est à la SAQ. La SAQ, la Société des alcools du Québec, se prend une marge sur tout. Okay? Tu as des taxes. La bonne nouvelle de ça, puis je ne pars pas un débat là-dessus, c'est que ça nous revient, les consommateurs. Oui, les Québécois. Parce que si c'était privatisé, ça, c'est un autre débat. Oui, on ferait des économies, mais l'argent n'irait pas ailleurs. Fait que c'est toujours une façon de regarder les deux. Moi, ce que je trouve très intéressant de ce modèle d'affaires-là, la marge, elle peut toujours être discutée et discutable. Okay? Quand j'étais à Calgary, par exemple, qui est un marché ouvert en Alberta, c'est intéressant. Tu as ce qu'on appelle en anglais un drive to stores. Fait qu'une certaine bouteille X va être mise vraiment à rabais. Comme le papier de toilette va être mis à rabais, par exemple, à Costco, le monde un loss leader qu'on appelle. Tu parles de l'argent à ce niveau-là. Mais les gens ils disent, hey, il est moins cher là-bas. Oui, mais c'est momentané. Donc, ta bouteille, on va prendre bu, par exemple. Bon, on a tu as un montant que ça te coûte. Après ça, tu le commercialises. Là, il faut que tu regardes ton enveloppe budgétaire pour 2 choses. Tout ce qui est commercialisation, marketing, pub, placement de produits. Je ne sais pas si vous savez combien ça coûte. Là. Mais clairement, vous avez fait une bonne job à ce niveau-là parce que tu peux pas ne pas connaître Bu. Au niveau du marketing, clairement. Au niveau du marketing, c'est fascinant. On le voit partout. Ça a été bien plus qu'une marque Bu. Ça a été c'est comme la pointe de l'iceberg de faire briser quelque chose que les Québécois, avec raison, avaient une certaine peur d'aller acheter en épicerie parce que, le manque de connaissances disait, non, t'achètes un vin d'épicerie, t'es un quétaine, tu connais pas ça. Deuxièmement, c'est comme arc. Les vins d'épicerie, c'est de la chenoute, ça goûte dégueu parce que tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Et il y a de la vérité dans
ces deux axes-là. J'explique pourquoi. Parce que quand je suis arrivée au Québec, moi, j'avais étudié pas mal ailleurs. J'avais travaillé en Europe, aux États-Unis. Fait que moi, quand je suis arrivée, j'avais pas le thinking de je suis une quétaine si j'achète en épicerie. J'ai jamais pensé ça parce qu'aux États-Unis ou en Europe, j'achetais chez Carrefour ou tu sais n'importe où. En Italie, ils se trouvent du très, très bon vin. N'importe où, là, tu comprends? Donc, et je suis une fan de la SAQ comme caviste. Tu as 401 magasins, OK? Versus 18 000 points de vente. Fait que pour moi, la SAQ, c'est vraiment des cavistes. Donc, tu peux aller là. Tu sais, c'est un magasin spécialisé en vin. Mais je peux-tu, moi, tu sais, même je suis sommelière, acheter n'importe quelle bouteille sur, tu sais, on the go, parce que je sais pas si l'agneau va être en rabais, si c'est le saumon qui est en rabais. Une question de proximité aussi. Quand tu vas en région, des fois, les SAQ, c'est 20 minutes de conduite. Complètement. Et puis là, j'étais la première à finir que quand tu étais chez moi, là, au Québec, quand je suis revenue vivre au Québec, j'avais plein de bières dans mon frigo. J'adore la bière, là, mais j'avais plus de vin nécessairement de tous les jours parce que c'était plus accessible la bière. Donc là, je me suis dit, il y a un problème. Quel est le problème? Le problème, il est le suivant. On se remet en 1921. On pense à ce niveau-là. Là. Quand tu avais la prohibition, là, etc. Après ça, la création de la Commission des liqueurs, on va célébrer les 100 ans là, bientôt. Et là, tu te dis, OK, comment tu vas faire pour aller livrer en Abitibi à moins 40 en même temps que d'aller en Gaspésie? Hey, c'est gros le Québec, là, quand tu y penses. Fait que de contrôler déjà 401 points de vente, plus les agences SAQ qui sont 400, tu as à peu près 800 portes, si tu veux. C'est énorme pour ta logistique et distribution. C'est magique, le Québec, parce que quelqu'un d'Abitibi a le même prix, la même accessibilité à la bouteille que quelqu'un en Gaspésie. C'est extraordinaire. Mais tu peux pas faire ça pour 18 000 points de vente, calculant les dépanneurs, les épiceries fines. Fait que je les comprends. Ça a été difficile. Après, tu as eu des créations d'emplois avec des syndicats qui se sont créés. Donc, si tu calcules 5 000 employés, ça va être difficile de les bouger puis te dire que le modèle d'affaires va changer. OK? Bien, je les comprends. Je comprends les employeurs aussi et les employés, dans les deux cas. Ça, c'est un historique de la SAQ. Ça, c'est l'historique de la SAQ parce que... Elle t'avait pas dit tout à l'heure, mais elle étudie en histoire. Ah oui, c'est ça. Non, mais pourquoi je te dis ça? C'est parce que pour faire un produit, il faut que tu comprennes ton marché. Donc, quand j'ai fait mon MBA avec le but de faire le vin bu, j'ai tout étudié ça. Et une fois que je vous le résume, c'est facile de comprendre, de dire, c'est pour ça qu'il y a eu une création de bi-réseaux. Deux réseaux. Un réseau SAQ pour protéger la logistique et distribution et les achats. Il y a eu un réseau d'alimentation. L'alimentation, c'était très peu qu'il y avait des permis pour pouvoir faire des bouteilles qui allaient en épicerie. Très, très peu. Et tu n'avais pas de mention du cépage jusqu'à temps qu'on arrive, là, OK, avec l'aide de Julia Wines et tout ça. On s'est battu fortement pour avoir minimalement le raisin dessus. Et la mention d'où ça vient. Tu vas avoir le pays, mais tu n'as pas la région. Pas encore à ce jour. Ça, c'est la loi qui empêche ça. Ça, c'est la loi qui empêche ça en ce moment. Donc, bref, quand je suis arrivée dans le marché, la question, c'était pourquoi bu, puis comment que ça marche pour les markups, puis tout ça. Ça a été ça, mon thinking. Puis je me suis dit, OK, le monde, c'est pas parce qu'ils veulent pas acheter un vin en épicerie. C'est pas ça. C'est qu'ils veulent la qualité en épicerie. Donc, c'est quoi la règle que tu peux pas contourner? C'est le vrac. Pas de problème. Si je suis capable d'acheter du Pétrus, parce que j'étais acheteuse en chef pour la SAQ, j'achète une bouteille à des milliers de dollars, je suis certainement capable d'outsourcer, ça veut dire d'aller déguster. On appelle ça de la négoce. T'es négociant. Donc, moi, j'ai un budget X. Puis je voulais pas que le vin, j'ai regardé le panier client qui est toujours sous 15 $ pour les gens. Tu sais, après ça, ça commence à être cher. Donc, c'est à peu près aux alentours de 13 $ 63 sous à peu près. Là. Fait que tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Faut que je calcule ma bouteille, mon bouchon, mon transport, la marge de celui du détaillant. Donc, il me reste tant pour acheter un produit X. Moi, j'ai décidé de pas d'ajouter de sucre, pas de fake bois. C'était un gros gamble parce que tout le monde me disait, ben non, le monde, il aime ça des vins qui sont sucrés. Puis j'ai dit non, il aime ça des vins qui sont mûr, comme un raisin. Quand tu manges un raisin mûr, là, il est sucré, mais tu n'as pas d'ajout de sucre. Donc, il faut juste que tu sois capable de déguster. On déguste. Je travaille avec 3 œnologues. Le top du top du top en quantité, là. C'est ça mon challenge. Et après ça, ben, tu fais des sélections. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que là, on entend une énorme entreprise avec beaucoup de bouteilles, beaucoup de volume. Ouais. T'es seule dans ton entreprise. Je suis seule. T'as pas d'employé direct, là. Non. Dans le fond, moi, j'ai décidé d'avoir un modèle que j'appelle aérien. Parce que c'est toujours deux choses que tu regardes. Tu sais, tout à l'heure, on parlait des entrepreneurs. Tu vas avoir un ange financier pour te kickstarter à moins que tu sois riche. OK? Ce qui est très rare. Fait que d'habitude, tu fais un prêt. Soit un prêt à la banque en ristourne de qu'est-ce que tu vas avoir à investir ou un ange financier qui va croire en ton produit ou ton projet X. Mais là, tu capitalises ta vie. Tu te mets en prison d'une certaine façon.
Il faut que ça passe, là. Sinon, c'est la faillite. Tu n'as pas deux choix, c'est ton Y. Hein? Tu donnes tout, puis tu peux pas revenir en arrière. Mais là, tu peux perdre ta vie, ta famille, ton temps, tu lâches avoir pas une prise, pression aussi qui vient d'ailleurs. Qui est folle, la pression. Ouais. Fait que ça, il faut le mesurer. Tu fais ça pour qui puis pourquoi? Ça, c'est la première question. Moi, là, je fais ça pour personne d'autre que moi, dans le sens que ma vie, là, on a tous une vie. Moi, je la maximise, ma vie, au max. Puis, par contre, un peu comme la cigale puis la fourmi, peut-être que là, regarde, je vais peut-être vieillir très, très vieille. Fait qu'il faut que je planifie pour avoir des beaux jours. Fait que je trippe, je me remets de côté puis je planifie pour ma fille. OK? Puis mon chum a 2 enfants, fait que maintenant, je planifie pour 3 enfants. C'est comme ça que je planifie. Ma retraite est déjà planifiée avec mes amis. Fait que je vais acheter... on va travailler parce que quand tu te sors de Liberté 55, ça, c'est pas vrai. C'est faux. C'est, gars, reste en cash, puis après ça, tu vas être libre. Mais après ça, tu n'auras plus de mission, puis tu n'auras plus rien. Moi, ça marche pas pour moi. Moi, je veux travailler un peu, pas être obligé. Donc, mon modèle est justement contractuel. Et avec but, c'est un joint venture. C'est une association. Donc, moi, je m'occupe de ce qu'il y a dans la bouteille et eux du contenant, puis de ce qu'ils font. C'est les tops au monde. Ça s'appelait Constellation Brand et Artera. On n'aurait jamais eu un gros succès comme ça si je l'avais commencé from scratch. Non, c'est ça. Ben non, parce que profiter de leur force à eux, de leurs atouts, de leur réseau, de leurs contacts. Exactement. Par contre, ce sont leurs employés, ce sont avec mon produit. Donc, ce que je veux dire par mon produit, c'est moi qui crée le jus qu'il y a dedans, le vin, qu'est-ce que ça va goûter, qu'est-ce que c'est, je fais les sélections, je travaille avec 3 œnologues, mais un succès, c'est le succès de tous. S'il arrive une couille, comme on dit en bon français, c'est moi la responsable uniquement. Donc, c'est intéressant de regarder ça. Par contre, eux, ils ont pris des risques financiers. C'était comme mon ange financier, si tu le regardes comme ça. Mais en retour... Ils ont un retour... Ils ont un retour. Fait qu'on est un couple. C'est comme ça. C'est ça, un joint venture. Tu es un couple en affaires. Ça fait une couple de fois que tu évoques le concept de conciliation travail-famille. Tu as dit que c'était important, c'est dans tes valeurs. Tu as une fille, tu as un chum avec 2 enfants, mais tu vends quand même 8 millions de bouteilles depuis je sais pas combien de temps. Tu as un paquet d'entreprises. T'es-tu mis des règles quelconques? Parce que là, t'es avec nous à soir. Ils sont tous d'une cage, ils ont un petit bol d'eau, des biscuits. Non, ça va super bien. La première règle de base, là, tu sais, là, on a choisi un ex, par exemple, comme moi, je suis une famille 2.0. Là. Tu sais, des fois, ça peut te faire ton affaire, pas ton affaire. Essayez dans n'importe quoi. Mon père m'a élevé de me dire qu'un ennemi un jour devient un ami l'autre jour. Fait que dans le fond, là, des fois, de prendre du temps puis d'essayer d'avoir un terrain gagnant pour les deux, même si, regarde, t'es plus avec pour une raison. Tu parles de ton ex, là, Je parle de mon ex, d'un ex-employeur, d'un ex-client, d'un n'importe quel ex dans ton passé. Le plus grand succès pour moi, ça a été de ne pas prendre rien de personnel, de pardonner, passer à un autre appel puis de dire, garde, le but dans la vie, c'est pas de gagner. T'es perdant en faisant ça. Pense à d'autres choses puis maximise. Fait que pour moi, là, ma fille, j'ai des règles très, très claires. Fait que mon ex, là, la moitié du temps, moi, j'ai l'autre moitié du temps. J'ai un calendrier à la maison. C'est clair. Elle sait exactement où je travaille, comment, quand, pourquoi. Le meeting le plus important de toute ma vie, c'est elle. OK? Elle, mon conjoint puis les filles, maintenant. Fait qu'on s'est mis des règles claires. On a un chalet. Notre chalet, c'est notre spot familial. Fait que moi, je travaille 3 mois. Je fais de la promotion, OK, 3 mois par année. Octobre, novembre, décembre, là, je travaille 1 an en 3 mois. Mais par contre, le reste de l'année, parce que tout est un équilibre, je suis super libre. Fait qu'on tripe avec les enfants, on a notre été off avec les enfants, on prend des vacances. Moi, si j'ai un meeting... Ah oui, exactement. Puis moi, un meeting, là, j'aurais pu très bien arriver avec Angelica ici. Là. Ouais. Puis les gens sont très habitués. Dans le monde du vin... t'as essayé, mais on a refusé. Ouais. Et ça arrive en ce moment à pleurer. Non, mais c'est ça. C'est mes règles de vie. Okay. Puis s'ils disent non, là, admettons que j'anime une soirée, tu sais, quelqu'un est venu me voir, ah mon Dieu, t'amènes ton enfant. Oui. Et je vais partir à 10h. Il n'y a pas de problème, tu sais. Est-ce que ça a été dur? Parce que c'est facile à dire à la fin, une fois que c'est fait. Puis là, on a cet équilibre-là, mais entre... OK, il faut que je trouve un équilibre, puis maintenant, j'en ai un. Il y a un méchant gap, là. C'est tellement dur qu'il faut jamais... Je pense que les gens essayent de plaire aux autres. OK, dans un temps premier. Souvent, on pense, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ou je devrais faire ça. Ou j'ai l'air d'une mauvaise mère. Je parle beaucoup de mon papa, mais ma mère m'aide beaucoup aussi. J'ai fait un deal avec ma mère. C'est elle qui garde ma fille. Elle n'était pas là. Elle, c'est un entrepreneur. Elle a manqué beaucoup avec moi parce qu'elle n'a pas su bien s'entourer. Et je dis toujours que la clé du succès, puis tu vois, son manque à elle a fait en sorte que c'est pas mon manque à moi. J'en aurai d'autres. Mais de bien s'entourer dans tout dans la vie. En entreprise, c'est vraiment ça, la clé. Après, c'est les valeurs. Mes 3 valeurs principales qu'on a parlé tantôt, mais les réelles, c'est l'amour.
Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce qu'ils m'aiment en retour? Est-ce que j'aime les gens avec qui je travaille? L'amour, c'est number one. Après, c'est le respect. Je me respecte-tu? Je suis en train de travailler comme une forcenée pour être qui? Pour être vue, pour être... ça vaut rien, ça. OK? Tu vas mourir comme tout le monde, puis personne ne va se souvenir de toi. OK? Le but, c'est pas ça. Le but, c'est j'ai-tu fait ce que j'avais à faire? Parce qu'on a tous, même un concierge, même tous les jobs sont importants dans une vie. Je dis concierge parce que je l'ai été, OK? Fait que, j'étais plongeuse en réalité. Fait que tout est important. Respect, puis après ça, la confiance. T'as-tu confiance en ton partner? T'as-tu confiance en ton partner de vie? Ça, c'est ce qui drive ma vie. Et puis, mes limites, c'est ça. Après 5 heures, là, admettons, là, après l'école, en fait, je vais chercher ma fille. Ça finit à 3h45 quand je le lis. Je vais la chercher à 3h45. That's it. Les courriels, c'est fini. Jusqu'à temps qu'elle dort. Puis même quand elle dort, je les prends plus maintenant. Tu sais pourquoi? Ben, j'ai une vie, moi aussi. J'ai une question. C'est quoi la vraie histoire du passage raté en politique? Oui, bien ça, je peux l'expliquer très bien. Qui a duré pas longtemps. Oui, en fait, la politique, là, c'était pour les libéraux. Moi, avec les libéraux... Aux dernières élections. Là, je viens tout juste d'arriver. Il faut toujours savoir ce que tu fais dans la vie. Puis dans la vie, des fois, tu as des portes qui s'ouvrent. Je l'explique. Il était arrivé quelque chose, justement, avec les vins. Okay? Parce que les vins, moi, j'étais sous contrat pour 3 ans, puis on a pu réitérer le contrat. Il y a un problème, un souci de qualité qui est arrivé. Puis, comme dans n'importe quoi, souvent, les gens, le fame d'être vu, connu et l'argent, ça va faire changer le vent. OK? Il y a eu un souci de qualité qui ne me plaisait pas. Dans tes produits, là, oui, tu parles. Exactement. Et on travaille tout en groupe, puis c'est pas de la faute à personne, mais je me suis fait dire que c'est pas grave, dans 3 semaines, ça serait vendu, ces vins-là. C'est pas une réponse qui est convenable dans mon livre à moi. Dans le sens, gars, passe ça sur la couverte, c'est pas grave, personne va s'en Les gens s'en rendent pas compte. Et je le dis ouvertement parce qu'ils savent, tout le monde le sait. Ça a juste été dit comme ça parce que c'est une entreprise, puis eux autres, leur nom est pas sur la bouteille. Exactement. Moi, je suis pas une fille sur un carton, là. Je suis pas un porte-parole, là. Je suis le produit. Moi, quand le monde sont pas contents, ils m'écrivent en direct. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que ça a pas été une réponse qui m'a plu. Pas du tout. Fait que j'ai dit, parfait, mais j'ai un contrat super épais avec eux autres. J'ai dit, moi, je fonctionne pas comme ça. Ça fonctionnera jamais. Fait que j'ai eu un appel. Vous m'avez dit, voyons, Jess, tu fais des sous. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, le souci de la qualité est super important pour moi. On parlait de valeur. C'est ma valeur. Ouais. Fait que j'ai dit, si ça fonctionne pas, là, je viens d'avoir une autre opportunité dans un autre créneau qui n'était pas dans mon contrat. J'ai pas le droit, justement, de faire d'autres choses dans le vin, mais je vais aller en politique parce que le premier ministre m'avait appelé, m'avait offert une job. J'ai dit, d'accord, si ça fonctionne pas, mais pour moi, ça veut dire que là, j'ai un appel puis je vais aller de l'avant pour pouvoir redonner. Ça a l'air que c'est ça. Je vais prendre une cote sur mon salaire. On fait pas ça pour les sous. On fait ça parce que c'est un appel à un moment donné. Tu l'as vu comme un signe de la vie. Je l'ai vu carrément. À gauche, ça va pas bien. On m'appelle à droite, Caroline? C'est toujours comme ça dans la vie. Il n'y a pas d'addon. Et dans la politique, je serais allée de l'avant. J'aurais aimé ça. Même, j'ai rencontré Jean Charest, on parlait de ça. Il dit, t'es parti à temps. J'ai dit, pas du tout. C'est pas ça qui est arrivé. Pas du tout. Moi, je suis authentique. Je l'ai dit. Fait que pour ma gang, qui est ma gang de but, je les aurais jamais abandonnés. T'es-tu malade? C'est mon drive premier. Mais j'abandonnerai pas les clients puis la qualité. Ça, c'est mon drive number one. Après ça, c'est arrivé. Ça aurait pu être d'autres choses. Là. J'aurais pu partir d'autres choses. Mais quand le premier ministre t'appelle, c'est le fun. Ouais. On a déjà travaillé ensemble, puis c'était intéressant. Il disait, t'es femme entrepreneur, tu parles bien, tu sais, dans le sens que mes idées... Tu connais l'histoire de la SAQ. Exactement. Ça, c'est toujours un winner. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va faire là-dessus. C'est certain que mes connaissances... Inside Out, ça compte pour beaucoup. Beaucoup trop le fun de faire des jokes de pot de vin après ça. Ah, ben moi, j'aimerais. Ça fait partie de ça, tu comprends? Donc, j'avais 3 points. Les libéraux t'ont appelé? Oui, avec Alexandre Taillefer, et juste pour faire une conférence. Ça a été ça au début, une conférence de femmes d'affaires. Fait qu'il y avait un gars super sharp en technologie qui faisait une première conférence, et puis qui avait son premier speech, puis moi, je faisais mon deuxième speech. En arrivant là, ils m'ont demandé si je voulais être candidate. OK. Une fois que tu es arrivé dans la pièce, ben, juste dans cette semaine-là, et ça tombait bien. C'est une question de mousser les nouvelles puis de faire peur. Bon, Brome-Missisquoi, c'est là qui sont les vignobles au Québec, etc. Et puis, de fil en aiguille, ils ont dit, bon, ben on va lancer ta candidature. Mais moi, je peux pas, je suis encore avec Bu, là. J'ai jamais voulu lâcher Bu dans cette optique-là. Si Bu voulait passer à une autre étape puis de faire du commercial, etc., il aurait pu décider, bon, ben OK, Jessica Arnois, c'était un kickstart. Là, maintenant, on décide de faire d'autres choses. Il y avait l'opportunité. Ouais. OK? Mais moi, j'ai un contrat, je l'honore, évidemment. Et si la politique vient me chercher, parce que Bu peut comprendre ça aussi, bien, Artera, et il était au courant, très bien, ça aurait pu être une option. Mais il faut que je fasse mon contrat jusqu'à la fin. Il faut que, tu sais, il y avait tout ça à prendre en compte. T'honores ton deal. Oui, t'honores toujours tout. T'honores qui tu es, dans le fond. Et ça, c'était clair. Donc, le premier ministre le savait, tout le monde le savait avec son équipe, Alexandre Taillefer, etc. J'ai fait ma conférence et ils ont décidé,
de dire que j'allais être candidate. Mais ça, c'est pas moi qui ai annoncé ça, parce que c'était pas ça. Donc, mais ça a été écrit. Donc, eux, ils avaient pris pour acquis que je m'en allais candidate. C'est une façon de mettre de la pression aussi. C'est une façon de te mettre la main dans l'engrenage. C'est pas grave, c'est la vie. Là. Tu comprends? Moi, ça me stresse pas. Ça n'a pas sorti de ma bouche. Est-ce que j'avais de l'intérêt? Tout à fait. OK. Est-ce que ça aurait été le timing? Peut-être. Tu sais, on regarde ça, je l'ai analysé. Combien de jours après, t'as dû... T'attends toujours dans n'importe quelle houle, là, dans les médias, t'attends 3 semaines. C'est à peu près ça. Dans n'importe quoi, les gens, là, s'en souviennent juste plus. Mais pourquoi? Comme Parce le problème de qualité. C'est ça que dans n'importe quoi. Le problème de qualité a été réglé. Non, ça, je ne l'ai pas lâché. On est allé en labo, on a tout corrigé. Ça a été... non, tu fous. On a mis des produits chimiques dedans. C'est ça, j'allais dire. Non, c'est pas des produits chimiques. Un petit peu de sucre. Un peu de chlore. Le chlore, ça purifie. Non, absolument pas. C'est une chute thermique. Donc, tu peux ajuster le vin, l'acidité de ton vin, en ajustant la température. Okay. Donc, tu mets le vin dans une cuve et tu fais ce qu'on appelle une chute thermique. Tu peux soit le refroidir, et puis là, ton acide qu'on appelle tartrique va s'en aller. Fait que non, on n'en est pas là. Mais c'est intéressant de comprendre la vérité, parce qu'on peut toujours, on parlait de langue de bois, on peut aussi faire parler les autres. Puis c'est un passage chez les entrepreneurs, le passage est souvent difficile. Oui. Donc, ça a été un exemple d'un passage raté. Ça n'a pas été un passage raté, ça a été un passage... Mal annoncé? Non. Extraordinaire, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il n'y avait rien de pas... Eux autres, ils ont voulu que je sois candidate, ils l'ont dit. Ça s'est pas produit. C'est comme si tu me dis, Jess, veux-tu me marier? Puis finalement, je décide de pas t'épouser. OK? Tu vas retrouver une autre femme, ça va être extraordinaire. Mais c'est pas comme toi, Jess. C'est pas comme toi. Non, mais ce que je veux dire là-bas, c'est que là-dedans, c'est que des fois, on voit les choses négativement. Moi, j'ai vu ça comme très positif. Okay. J'ai fait mon point. Mon équipe avec but, ils savent que je suis pas juste une face sur un carton. Tu comprends? Ouais. J'y tiens profondément. C'est pas l'argent qui me drive, puis c'est pas le fait d'être connu. Ça, c'est super important. De l'autre côté, pour la politique, est-ce que j'avais pensé à ça? Oui, ça m'a toujours interpellé, la politique. Bleu, blanc, rouge, peu importe l'équipe que t'es, ça change rien. Au final, c'est l'individu, puis ce que tu vas aller défendre. Fait que, est-ce que c'est un bon timing? Ça s'est pas produit là. Est-ce que je vais en faire un jour? Sûrement, parce que j'adore ça et je le dis haut et fort à tout le monde, quand vous voulez faire du changement, il faut s'investir. C'est clair. Et c'est tout, c'est ça. En tout cas, ça aurait fait une Christie de belle bataille contre Isabelle Charret, ça, dans Bon-Missisquoi, ça aurait été j'aurais pas été là, j'étais pas là. Ah, finalement, non. Non, c'était pas mon... Non, j'habite proche d'ici, donc c'était pas loin d'ici. Je conclue avec ça. Jessica Arnois, mettons que tu gagnes tes élections, mettons que tu acceptes, puis go, on y va que le Parti libéral. Pas en plus, le Parti libéral gagne. Et là, je veux pas que tu patines, oui ou non. Est-ce que Jessica Arnois aurait privatisé la SAQ? Ah, pour ça, moi, j'ai un modèle complètement différent. Je te dirais non. Je garderais la SAQ. Dans le modèle d'affaires, ce que j'aurais privatisé, c'est les commerces. Et je vais vous dire pourquoi. J'aurais gardé dans la SAQ l'achat pour qu'on devienne numéro 1 au monde. OK? Puis j'ai un plan d'affaires extraordinaire dans ma tête. Par contre, donc, tu gardes tes employés, tu sais, au sein de ce qu'on appelle logistique et distribution, le siège social, l'entrepôt, les camions, la distribution. Et j'aurais éclaté ça dans les 18 000 points de vente. Donc, c'est création d'emplois extraordinaire. Tu as besoin de conseillers en vin et en bière et en spiritueux, un peu partout à travers le Québec. Donc, ouvrir, think out loud, différemment. Et j'ai tout qu'un autre projet pour le Québec aussi. Ça, c'en est un autre. Donc, en fait, c'est un modèle hybride qui protège ce qu'on a de plus fort, qui ouvre le marché pour les tripeux, okay, que tu aies accès. Et non pas que les conseillers en vin sont pas bons, parce qu'ils sont très, très bons, mais c'est sûr que je vois les 400 magasins un peu comme des cavistes. Fait que la SAQ en aurait gardé, ce qu'on appelle les Super 40. Et les autres, tu peux les privatiser, exemple. Fait que ça aurait été un modèle hybride. On réinvitera Jess, juste pour parler de ce modèle d'affaires-là futur pour le Québec, puis on débattra du modèle d'affaires, parce qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à faire. Il faut qu'elle se réélue encore. Il faut qu'elle se réélue. Non, hey, moi, je me présenterai pas, là. On en a pour plusieurs années. Jessica Arnois. On va finir ministre de la Santé. Ouais, c'est ça. J'ai un bon médicament, un petit verre de rouge tous les jours, c'est bon, avec modération. Un immense merci, Jessica Davinois. Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec. Juste avant d'amorcer le débat d'aujourd'hui, c'est le moment de vous présenter l'avant-dernière start-up finaliste parmi les 10 sélectionnés par notre panel d'experts chez Desjardins Entreprises. Et je vous rappelle que jusqu'au 4 juin prochain, vous allez pouvoir voter en ligne pour le projet de votre choix qui va mériter une formation bootcamp à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Les Dérangeants vont aussi choisir un gagnant. Alors, notre projet du jour, Jean-Daniel? Aujourd'hui, on vous présente une start-up qui s'appelle Le Curieux et on va écouter Anne Gagnière, journaliste et fondatrice de l'entreprise.
Bonjour, je m'appelle Anne Gagnère. Comment vous avez expliqué à vos enfants, vous, la légalisation du cannabis, les élections provinciales? Pas facile, hein? Moi, je suis journaliste et j'ai 2 enfants. C'est vraiment important pour moi que mes enfants, mais aussi vos enfants, nos enfants, comprennent ce qui se passe autour d'eux. Alors, j'ai créé Le Curieux. Le Curieux, c'est un journal numérique qui explique l'actualité aux enfants de 8 à 12 ans. Vous voulez en savoir plus? Allez voir notre site lecurieux.info. Merci. Ça aurait été une bonne chose que mon enfant de 18 ans connaisse Le Curieux avant. Je vous écoute. Tu parles de la légalisation du cannabis? C'est ça. C'est les programmes d'études aussi, là, je pense. Tout ça. Moi, je trouve que c'est une excellente initiative. Après ça, à voir comment ça va se déployer, mais on a un enjeu crucial en ce moment de contenu de qualité véridique et surtout dans un ère où les fake news et aussi que l'information est disponible partout et tu n'as aucune façon de savoir quelle est la vraie information et surtout les jeunes sont influencés par les Instagrammers, les YouTubers, ces gens sur le web qui ont une très grande liberté d'expression, mais peut-être très peu de contenu. Donc, je pense que ça a une pertinence. Maintenant, je serais curieux de savoir comment ça se déploie. En tant que fondateur de aidersonenfant.com, un portail pour outiller les parents, c'est sûr que je suis d'accord avec la mission qu'elle s'est donnée, qui, elle, est plus en lien avec l'actualité, que nous, on est plus en lien avec les difficultés et les défis que les familles peuvent vivre. C'est un enjeu important d'informer les parents et les enfants sur l'actualité pour aider les êtres humains de demain à bien structurer leurs pensées, entre autres. Le modèle d'affaires derrière, on ne le connaît pas. Là. Bien donc, sûr. d'un point de vue business... abonnement, tu peux acheter des articles ou tu peux t'abonner de façon annuelle. Encore le parent qui paye, c'est ça. J'aime la mission. Modèle d'affaires, ça va être difficile, mais j'aime la mission. Et le pitch comme tel? Écoute, moi, je pense que c'est un bon pitch. On comprend exactement le problème qu'elle tente de résoudre. Donc, je pense que, somme toute, c'était très bien. Là. Excellent. Donc, je vous rappelle que c'est le projet Le Curieux de Anne Gagnère pour découvrir nos 10 finalistes et aller voter. D'ailleurs, c'est important quand même. Je vous rappelle que vous allez sur l'adresse Internet suivante. C'est lesdérangeants.com/vends ta salade. Restez avec nous. On amorce le débat dans quelques instants. Vends ta salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Pour encourager le projet finaliste de ton choix, vote avant le 4 juin 2019 sur lesdérangeants.com/vends ta salade. Les dérangeants! Les dérangeants. Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. On amorce maintenant donc le débat de ce 12e podcast des Dérangeants. Je vous rappelle qu'on a avec nous Jean-Daniel, Carlo et Alex qui sont avec nous pour essayer de démystifier la concurrence. La concurrence qui est parfois de la compétition, mais qui ne l'est peut-être pas non plus nécessairement toujours. Ça peut être même parfois une inspiration, ça peut être des alliés peut-être même. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie-là de jaser de ça? Ben, c'est réel pour tout entrepreneur. Tu peux pas le nier. Non, tu peux pas. Ça arrive à tous les jours. Ouais. Et c'est facile de se laisser distraire, de se laisser défaire, détruire ou influencer par ça. Fait que je pense que c'est important d'en parler ouvertement parce que c'est un sujet qui est peut-être tabou d'une certaine façon, parce que des fois, tu le vis intérieurement. Là. Donc, Puis comme entrepreneur, on rencontre des compétiteurs. Oui. Puis ils sont tous différents. Ils ont tous une attitude différente envers nous. Il y en a qui sont amicaux. Il y en a qui sont amicaux, mais ils sont par en dessous. Il y en a qui sont extrêmement compétiteurs, puis ils veulent que tu perdes. Eux veulent gagner. Quand tu dis par en dessous, c'est des backstabbers, c'est ce qu'on veut dire? Oui, c'est ça. Tu sais, des gens qui vont sourire, mais en même temps qui veulent pas du tout ton bien. Oui. T'as différents niveaux, puis tout dépendant de la personnalité de l'entrepreneur, c'est pas toujours simple d'interagir avec ces gens-là d'une façon qui est bonne pour l'entreprise, qui est bonne pour être intègre avec ses valeurs. Je veux qu'on commence par parler de vous, avant de parler de la compétition. Vous, vis-à-vis de la compétition. Nous, souvent, on va aller écouter, par exemple, les émissions concurrentes, etc. On écoute ça des fois avec un œil un peu critique. On est sévère. On est sévère, on n'est pas nécessairement content quand ils ont des bons coups non plus. T'sais. Vous, est-ce que vous l'observez? Je dirais pas maladivement, mais l'observez-vous beaucoup? Prenez-vous beaucoup de temps pour observer ce que vos concurrents font? Je l'ai déjà fait, puis c'était malsain, puis j'ai dû fermer cette entreprise-là. Parce que j'étais tellement obsédé par mon compétiteur que j'étais même pas en train de comprendre que j'étais dans un marché qui était presque inexistant, que j'étais dans une niche qui était probablement inadéquate, mais on était deux, puis là, c'était un peu la bataille. Mon but était de gagner contre cette personne-là, et j'ai complètement oublié tout le reste. Finalement, ces deux entreprises-là n'existent plus. Ça, c'était maladif, et c'était tellement désagréable. Tu te couches le soir, tu te sens pas bien, tu te lèves le matin, ton focus est juste de voir ce que l'autre a fait, et ça m'a totalement, finalement, désaligné sur ce que je devais faire. Puis maintenant,
Je regarde ce que les gens font à distance. Ce n'est pas une obsession. Je suis maintenant obsédé à mon plan d'affaires, de dire je m'en vais à une place que personne s'en va. Et ça, c'est mon obsession. Une bonne image de ça, c'est imagine que tu es en train de courir un 100 mètres. Puis tu sais, être entrepreneur, si tu fais juste ça, courir des 100 mètres tout le temps, si tu te mets juste à regarder à gauche et à droite, tu vas aller beaucoup moins vite, tu vas être moins focus, tu vas même changer de voie. Faut que tu regardes un peu, faut que tu saches où ils sont, puis à moins de t'appeler Usain Bolt, puis à la fin de ton 100 mètres, de pouvoir regarder tout le monde, tu n'as jamais le loisir de faire ça. Il faut surtout savoir où tu veux t'en aller, puis savoir un peu où ils sont. Mais sinon, ça devient une perte d'énergie beaucoup. OK. Mais moi, écoute, j'ai un changement d'attitude totalement 180 degrés, si on veut. Là. Quand j'ai commencé mon entreprise, c'était simple. Tout le monde dans mon domaine, il était tout de la merde. Sauf moi. Il y avait juste nous qui étaient bons, puis eux autres, c'était tout de la merde. Tu me parlais d'un compétiteur, c'est sûr que c'était de la merde. Jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, j'ai une approche beaucoup plus... c'est sûr que quand je suis sur un pitch, quelque chose, je veux gagner à tout prix, puis je vais tout faire pour gagner. Mais j'ai plus l'approche de caler les compétiteurs parce qu'écoute, ils font leurs affaires, ils la font comme ils veulent. Puis si en bout de ligne, ils la font pas bien, mais c'est eux autres qui vont payer pour caler quelqu'un pour caler, ça donne rien. Puis c'est un peu comme tu dis, JD, tu viens quand t'es négatif, tu viens obsédé un peu. Tu veux? Hein? Je te l'avais dit qu'ils se planteraient. Hein? Mais, oui. Ouais. Puis en même temps, cette obsession pour l'autre, elle est malsaine dans le sens où on essaie tous de survivre, de faire de quoi qui nous passionne. Puis c'est rare que tu es passionné de détruire les autres personnes ou de défaire quelque chose. T'sais, on est passionné à construire. Ouais. Puis c'est un peu l'objectif, c'est de dire, moi, je m'en vais là, puis peut-être que je vais observer ce que les autres font, puis m'inspirer, prendre les meilleures pratiques. Ça, c'est bon. Puis là, t'accélères. Est-ce qu'il y a moyen de s'inspirer de la compétition plutôt que d'être comme Alex puis de toujours la voir comme de la merde ou quoi que ce soit? Non, mais... C'est vrai. Sincèrement. Faites-vous des veilles compétitives, ça? Oui et non. Enfin, des veilles compétitives, qu'est-ce que c'est, ça? Je connais pas ça. Dans le fond, tu analyses un compétiteur, tu essaies d'aller chercher le plus d'informations possible sur ses pratiques d'affaires, qu'est-ce qu'il fait. Dans le fond, comprendre comment sa business opère pour après ça, contrecarrer. Là. OK, Jean-Daniel, faites-vous ça? On le fait pour certains joueurs, en fait. Tu peux avoir des alertes Google qui fait que toutes les fois que ton compétiteur sort dans les médias, tu reçois une alerte. Donc, tu n'as pas besoin de toujours toi chercher. Okay. Fait que oui, on garde une certaine veille. Par contre, nous, on est beaucoup plus en train de voir des gros joueurs qui ne sont pas un compétiteur direct, donc pas dans notre marché, qui ne sont pas dans le modèle d'affaires précis qu'on fait. Par contre, on s'en va s'inspirer et là, on les regarde. Mais c'est pas vos compétiteurs directs, comme tu dis. Non. Ils sont comme moins fatigants un peu, là. Exact. C'est plus comme, eux, là, ils ont fait des choses intelligentes. Monocle, pour nous, à Londres, c'est un exemple extraordinaire. Donc, c'est un média, une marque média, tout ça qui est déployé à travers le monde dans plein de niches. Pas du tout dans la nature, dans l'environnement, dans le plein air. J'analyse ce modèle-là, je suis obsédé par leur modèle, mais au final, ça nous profite. Puis, eux ne sentent pas une compétition, mais pour nous, c'est vraiment une accélération là, au niveau de notre modèle d'affaires. Okay. Ouais, moi, ma perception de ça, c'est j'aime beaucoup discuter avec mes, en guillemets, compétiteurs. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec eux. Puis dans le positif, on peut s'unir à la compétition. Puis en éducation au Québec, il y a un extraordinaire exemple. C'est une association de technologie éducative qui s'appelle EdTech, EDTEQ. C'est plus de 65 entreprises technologiques en éducation qui se sont réunies sous forme d'association pour, entre autres, créer une niche entrepreneuriale, éducative, technologique au Québec pour influencer, entre autres, certaines politiques éducatives au Québec, certains budgets et certains... avoir des efforts de concertation à l'international. Donc, on est compétiteurs au Québec, des fois sur certaines mesures financières ou certains budgets dans les écoles, mais hors Québec, là, la tarte est grande. Puis on est beaucoup mieux de s'unir pour aller conquérir les salons internationaux en Californie ou ailleurs que d'essayer de le faire individuellement. Le Québec peut être très, très fort dans ces compétiteurs-là, peuvent s'unir pour mieux aider, pour mieux percer l'étranger. C'est un très bon exemple. Souvent, on perçoit plus de compétition quand on n'a pas confiance en soi. C'est vrai. Ouais, c'est intéressant. Plus tu as confiance en ton entreprise, en ton modèle qui est unique, c'est très rare que tu vas voir de la compétition directe. Souvent, tu vas voir la compétition comme étant « tu t'es inspiré ». Merci, c'est une flatterie. Quand tu vois quelqu'un qui t'a copié, c'est intéressant. C'est une flatterie. T'es comme, parfait, ça veut dire que ce que je fais, c'est bon. Et là, comme Carlo, il dit, associe-toi. Dans le magazine indépendant, il n'y en a pas tant que ça au Québec. Mais pourquoi on ne travaille pas ensemble pour la distribution? On a tous les mêmes problèmes. Ouais. Donc là, on s'appelle, on parle, et là, ensemble, on peut peut-être élever nos conditions. Ouais. Si tout le monde ensemble se négocie un contre l'autre, on est en train de tout dévaloriser le marché. Donc, la compétition peut devenir une force de dire, on va tous s'élever ensemble. Force de groupe au bout du compte. Et une force du groupe ensemble. Mais je pense que c'est important d'avoir confiance en ton modèle, en ton entreprise, sinon là, tu deviens tellement paranoïaque. Là. Il reste que c'est un petit milieu. Je suppose que vous avez régulièrement donc à croiser vos concurrents aussi. Ouais. Est-ce que c'est possible d'être presque
amis, de discuter sans être toujours sur la défensive en disant je peux pas trop en dire. C'est possible ça ou bien si on est en train de se checker puis de. Ben, je pense que c'est possible, mais je sais pas à quel point c'est des conversations qui sont 100% honnêtes et franches. Ouais, c'est bien rare que ton compétiteur va dire hey, on est vraiment dans la merde, ça fait 2 mois qu'on n'a rien vendu. Là. Ça arrive pas. Les autres, ça va tout le temps bien, ils sont dans le tapis. Fait que tu sais. Oui, il y a des conversations, mais est-ce que c'est 100% honnête? Non. Mais je pense que ça se fait tout le temps dans le respect. En tout cas, de mon côté. Là... Ouais. Moi, j'ai déjà eu des conversations avec des gens en compétition directe avec certains produits qu'on a. Puis la conversation s'enlignait pour on doit travailler ensemble. C'est pas arrivé finalement. Tu sais, ce qui a l'air d'une compétition aujourd'hui peut être une ultra opportunité demain. Mais si tu détruis tous les ponts sur lesquels tu passes avant, tu n'en auras pas d'opportunité. Fait que c'est important de prendre soin de la compétition. Puis l'adage, tu sais, les amis puis les ennemis, là. Tu sais, faire attention avec le concept d'ennemi, c'est juste un ami demain peut-être. Fait que fais attention à ça, garde-le proche, sois honnête, sois intègre, sois toi-même. Être stratégique, c'est important là-dedans sur le long terme. Oui, tout à fait. Des fois, tu ne sais pas comment ton entreprise va évoluer. Quand on a débuté, j'ai un compétiteur qui m'a appelé. Il m'a amené prendre un café pour me shooter de la merde. Ça a été 1 heure de bêtises. Wow. Tu es en train de compétitionner, tu vas dévaloriser le marché, tu es en train de tout scraper. Et en fait, il se sentait menacé. Fait que là, tu savais que tu faisais la bonne affaire. Oui, puis j'ai juste écouté et calmement, j'ai dit, mais si tu te sens menacé, c'est peut-être parce que ton modèle n'est pas assez fort. Ça l'a tellement choqué. Et pourquoi j'avais peut-être l'audace de dire ça, c'est que moi, je voyais que son projet, on va dire, sur un 40 km, on prend l'idée du marathon, lui, son projet, il allait se finir dans 2 km. Moi, j'y allais pour la course longue. Fait que je savais que j'allais piler dans ces plates-bandes, peut-être un petit bout de temps. C'est plate, mais moi, c'est pas ça. Je m'en fous. Je suis pas en train de te compétitionner. Je m'en vais là-bas sur le long run. Fait que là, 3 ans, on partait un magazine, un média dans le plein air. Les gens, mais vous êtes en train de nous compétitionner. Non, moi, je m'en vais acheter un terrain. Là. Je m'en vais faire des chalets dans 3 ans. Ouais. Mais t'en parles pas au départ. Et cette approche-là m'a tellement dégoûté. Puis à l'inverse, j'ai quelqu'un qui m'a appelé et m'a dit hey, je pense qu'on va commencer à se compétitionner. On va être à la même table de négociation avec des clients. Est-ce qu'on peut aller luncher puis savoir où tu veux aller, où moi je veux aller? Puis après ça, on décidera si on se compétitionne ou pas. Puis ça, j'ai trouvé ça tellement sain et j'ai un respect énorme pour cette personne-là. Et maintenant, ce compétiteur-là, c'est un allié et j'ai pas le goût d'essayer d'être proche ou de... J'ai plus le goût de l'aider puis qu'on s'aide ensemble. Des fois, tu as besoin de tes compétiteurs. Ça nous est arrivé, nous, de bider sur un gros projet puis il y avait une portion de la technologie qu'on ne maîtrisait absolument pas. Fait que j'ai été obligé d'aller voir un compétiteur. Mais si j'avais envoyé promener tout le monde... À un moment donné, j'aurais juste pas eu le mandat. Là. Mais il faut y faire confiance au compétiteur parce que lui, il aurait pu se revirer de bord en disant tabarouette. Ben, il y a des procédures que tu peux mettre en place pour éviter ça. Là. Nous, la compétition indirecte qu'on parlait tantôt, on la vit surtout dans le sens que les gens d'entreprise qui ont plus de moyens, ont plus de marketing, vont aller attirer des talents que nous, on n'est pas capable d'attirer. Ben, ça nous fait mal, mais indirectement, ces entreprises-là, ils vont pas bider sur les mêmes projets que nous. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans mon entreprise de canot-kayak manufacturière, ma plus grosse compétition, c'était un concessionnaire de chars. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est venu chercher un de mes meilleurs employés, parce qu'il y a une pénurie d'employés, puis il est allé y offrir un salaire dérisoire juste pour aller le chercher. C'est fou, hein? Et ça, c'était la première fois que je vivais une espèce d'injustice. Là, j'ai rappelé la personne. Je peux pas croire que tu me fais ça. Il dit, moi, j'ai besoin d'employés. Toi aussi, si t'es pas capable de le garder de sa façon. Tout bas. Tabarouette. Ah oui, hein? Et ça, c'est une forme de compétition que tu ne prévois pas. Bien sûr. Ça fait même plus mal quasiment. Ah, totalement. Puis là, moi, j'avais aucune arme, j'avais pas de moyens, j'avais pas prévu ça. C'était super difficile. Fait que, tu sais, ça, c'est compétition directe. Puis il y a un concept qui s'appelle l'océan bleu, qui est vraiment intéressant. Si les gens veulent lire ce concept-là, qui est de dire, si, exemple, tu es dans l'océan rouge, moi, je prends l'exemple, les dépanneurs dans Hochelaga. Il y en a un à tous les coins de rue. Fait que, tu sais, de 49 000 personnes dans Hochelaga, il y a à peu près un dépanneur aux 100 mètres. Ben, ils se compétitionnent tous. Il n'y a aucune différenciation. La seule raison pourquoi tu vas aller à celui-là, c'est qu'il est le plus proche. Donc, ils sont tous en train de mourir de faim. Ils baissent le chauffage. C'est l'enfer. Tout est vraiment... C'est vraiment de la merde. Si Couche-Tard arrive, il change complètement les règles du jeu. Mais là, ils deviennent un peu dans un océan bleu où il n'y a aucune compétition autour. Il n'y a pas de requin pour... Zéro. Il n'y a pas personne qui peut les attaquer. Puis le but de dire, ben, comment je peux me positionner dans un océan bleu? Des fois, c'est de changer un nom. C'est de changer la façon que tu vas commercialiser ton produit. C'est de changer une petite chose dans ton produit qui fait que, finalement, il n'y a plus personne autour. Tu deviens unique. Tu deviens unique. Et là, tu es capable de voir loin à l'horizon et là, de planifier. Et ça, là, c'est un sentiment qui est vraiment, vraiment puissant versus toujours être on the edge. Là, on est tout le temps précaire. Là. Dans les notes que Jean-Daniel m'a envoyées, il y a un terme qui a attiré mon attention et on parlait de compétition mouche à marde. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est dans le Nord, il y a bien des mots. OK, c'est ça. OK. On va commencer, on va expliquer ce que je veux dire avec ça, puis je pense que Alex puis Carlo vont pouvoir appuyer, mais tu sais, quand vous êtes dans une tente, vous
fermez à votre lumière, et là, il y a un petit crise de maringouin. Là. Carlo, il sait pas, lui, il a un camper. C'est l'enfer. Moi, j'ai un bungalow à Laval. Fait que ce petit maringouin-là, il fait juste vous gosser. Il changera pas votre vie, là, ça changera rien, mais ça gosse. Et ça, il y a beaucoup de compétition en ce moment. Vu qu'on est dans un marché d'entrepreneurs, tout le monde veut être entrepreneur, tout le monde part des entreprises, tu pars des sites web, c'est super facile, c'est glamour. Et là, tu as plein de petites initiatives qui pop, qui ont de l'air d'être des entreprises structurées, tout ça. Et là, ils sont en train de tout dévaloriser le marché. Toi, tu le sais qu'ils vont faire faillite ou qu'ils vont fermer dans 6 mois, 1 an. Donc, tu veux pas t'en occuper. Mais ils sont juste là, ils sont gossants, c'est une mouche à marre. Tu sais qu'en ce moment, tu vas aller voir un client, puis le client va te parler. Ah oui, mais il y a telle personne qui est venue me voir. Puis ça, là, c'est vraiment quelque chose qui est épuisant parce que tu veux pas t'en occuper, mais ils sont juste tout le temps, là, ils reviennent. Mais t'as pas l'impression que c'est ce que tes compétiteurs à l'époque disaient lorsque toi, t'as commencé, mettons? Oui, d'une certaine façon. Puis, je pense que plus souvent de mouche à marde que finalement un vrai... on prend un papillon qui va fleurir. Qui va émerger, ouais. Mais c'est rare que t'as ça. C'est un sur je sais pas combien. La majorité des entreprises meurent de toute façon. Fait que c'est pour ça qu'il y a seulement les meilleurs qui restent. Puis dans ton domaine, Alex, t'as ça, beaucoup d'entreprises puis j'ai beaucoup de piètre qualité. Moi, j'ai beaucoup de charlatans, de gars dans leur sous-sol, souvent qui vont faire des accroires. Puis ça, ces gens-là vont underbid. La stratégie classique, c'est qu'ils vont arriver sur un mandat. Je te donne un exemple, ça vaut 50 000. Eux vont dire, moi, je le fais pour 25. Okay. Le client est tout excité, je chauffe 25 000, il signe. Mais après ça, le client se fait avoir. Le client est échaudé. Puis là, quand on arrive, nous, une firme sérieuse, mais là, on a de l'air un peu malhonnête parce qu'on est plus cher que les autres. Fait que ça c'est une compétition qu'on la voit de moins parce qu'on est rendu de plus grande envergure. Là. Mais c'est quelque chose qui nous a fait mal longtemps. T'sais. Ça se joue sur le long terme. C'est pas sur le court terme. Fait que, Alex ou moi ou Gido, on en perd des contrats comme ça à cause de compétition, mais de ce genre de compétition-là de basse qualité. J'en ramasse aussi, par exemple. T'en ramasses comme ça? Oui, parce qu'il y a des clients qui viennent nous voir justement parce que ça leur est arrivé. Ouais, quand tu te bâtis un nom, quand tu te bâtis une crédibilité, tu vas aller chercher des meilleurs contrats. Fait que, tu sais, t'en perds quelques-uns, mais les autres, ils vont revenir parce qu'ils seront pas satisfaits. Si c'est pas des bons compétiteurs, ils seront pas satisfaits. Une des bonnes choses, tu sais, à l'inverse de toutes les compétitions mouche à marde que j'appelle, qui dévalorisent le marché puis font juste tout brasser les cartes. Mais tu as la compétition aussi qui élève tout le secteur vers le haut. Uber est un super exemple. Le taxi, là, c'était pas agréable, surtout pas à Montréal. Puis ça nous a forcé à changer cette industrie-là. Oui. Mais t'en as des joueurs comme ça dans chaque industrie qui forcent tout le monde à bouger rapidement, à être plus agile, à offrir un meilleur service. Et ça, c'est sain. C'est au bénéfice des consommateurs. Vraiment, au bout du compte. On a besoin de ça. On a besoin de la compétition qui nous permet de juste dire, écoute, on ne s'assoit pas sur nos lauriers, on va pousser plus loin, puis on va continuer à innover. Et ça, c'est de la saine compétition. Je vous trouve très serein face à la compétition. On va y revenir tout à l'heure. Mais vous êtes-vous déjà pogné avec des compétiteurs, genre? Juste dernièrement, j'ai un collaborateur qui a copié un concept qu'on a fait. Et c'est pas de la grosse compétition. Un collaborateur étant un sous-traitant? C'est un détaillant qui travaille avec nous et a décidé de copier un concept qu'on a fait et tout. Et il m'a pas appelé. Okay. Puis, c'est petit, c'est mineur. Mais je sens le besoin d'intervenir, d'appeler le détaillant, de lui expliquer. Puis c'est comme un peu... tu joues un peu, je veux dire, les grosses couilles de dire ça, c'est notre concept. Tu sais que tu es en train de refaire ce qu'on est en train de faire. Pas que ça me dérange parce que je ne sens pas une compétition sur le long terme. Tout simplement parce qu'on est en train de diluer. Et quand tu bâtis une marque, ce que tu veux, c'est de contrôler ta marque le plus possible. Et ça, c'est poche à faire. Okay. Parce que tu as vraiment l'impression d'appeler, tu dis hey, on s'entend bien, je sais, mais ce que tu as fait, mauvais move. Ça devrait plus arriver. Okay. Alex, toi, avec ton tempérament de bagarreur, t'es-tu déjà... Non, écoute, j'ai jamais appelé de compétiteur. Je ne vais pas m'abaisser à ça. Par contre, j'en ai déjà rencontré dans des événements, puis je leur ai déjà dit ma façon de penser. Mais fait que c'est lui en personne qu'au téléphone. Oui, ça laisse pas de traces. Tu peux pas te faire poursuivre. Bon. Je viens de repenser à un truc là, qui m'a mis hors de moi il n'y a pas longtemps. On a fait de la recherche et développement pour développer un nouveau produit, un nouveau canot, une nouvelle matière première. Canot. Et on a payé quand même cher. Donc là, on était vraiment avec des ingénieurs qui nous ont aidés à développer ça. Arrête d'avoir un paquet de crédit. Là. Même pas. C'est vraiment tough. Et là, notre fournisseur, qui est un fournisseur qui fabrique la matière première, tout ça, le développe avec nous. On le fait faire dans un collège à Saint-Jérôme. On reçoit le produit. Une semaine après qu'on a reçu le produit, notre compétiteur direct met une photo sur Facebook, exactement le même produit. Ouais. Il y a une seule usine qui fournit la matière première. On l'appelle, la personne commence à bégayer. Là, j'ai pas vraiment donné. Vous êtes les seuls. Ils peuvent pas s'approvisionner ailleurs. Donc, pourquoi que nous, on a payé toute la recherche et développement et mon compétiteur direct a ce produit-là? Et finalement, on n'était pas backé au niveau légal. Il y avait une faille qui fait que lui pouvait changer
tout simplement quelques lignes ou quelques designs et leur vendre à qui voulait. Ah ouais. Et là, on s'est fait fourrer par notre compétiteur parce que juste le fait que lui l'a mis sur Facebook, leur produit, il n'est pas raffiné. Nous, on est vraiment plus loin. Il est first to market. Fait que là, on est en train de pédaler en arrière, de faire, bon, là, la perception, là, on est rendu deuxième, nos détaillants. Ah, ça, c'est comme le produit de... Tu passes, t'es comparé tout le temps. C'est incroyable et c'est frustrant de dire, j'ai investi dans ta compagnie, puis là, tu le regardes dans les yeux. Là. J'ai mis mon cash chez vous, tu vends ça à mon compétiteur, pourquoi je continuerais? Là? Et c'est tellement frustrant, puis finalement, tu n'as pas d'autre moyen que de te backer pour la prochaine fois. Ça ne m'arrivera plus jamais. Ah oui. Ouais. C'est pas toujours sain, la compétition, quand même. Non. Hein? Malgré votre sérénité. Mais globalement, ça rehausse le niveau. Tu t'attends pas à ça d'un fournisseur que tu fais manger, à la limite. Là, tu sais. 2 petits points en terminant. Vous, si vous aviez le choix, préfériez-vous être le leader qui se fait poursuivre par la compétition ou si vous aimeriez plus être celui qui essaie de rattraper le gros du marché? Là? Moi, le leader, sans aucune... Toi, tu veux être le leader? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de liberté à être le leader. Puis en même temps, tu peux être le leader sans t'asseoir sur tes lauriers puis essayer de continuer à innover. J'ai l'impression qu'un bon leader, bien géré, a plus de moyens pour encore plus innover. OK. Alex? Oui, je pense moi aussi un leader parce que c'est une mauvaise habitude d'essayer tout le temps de rattraper quelqu'un. Fais ton affaire, puis à un moment donné, tu vas te rendre à la bonne direction. Fait que je pense moi un leader. OK. Pas du tout. Moi, je veux être le disruptor. Ah oui, hein? Le leader, je trouve ça ennuyant. Quand tu es rendu à une certaine étape, c'est que là, tout est bâti, tout est là. Moi, j'aime... Le disruptor, là, il est mécontent de quelque chose. Il veut être dans l'innovation. Et là, tu es un peu l'espèce d'instinct de survie. Il faut que je décolle, il faut que je fasse un truc. Et ça m'intéresse beaucoup. Après ça, le leader va finir par t'acheter si tu déranges trop. Et au départ, le leader est tellement loin de ta réalité, il se fout de toi. Fait que moi, j'aime cette notion-là de disruptor, de créer quelque chose de nouveau qui n'a pas été là, qui est en train de changer les règles du jeu. Puis après ça, si un jour on devient le leader mondial dans quelque chose, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelqu'un qui va me remplacer dans les opérations, puis je vais redevenir un disruptor une deuxième fois. Ah, c'est intéressant, ça. Ça fait une quinzaine de minutes qu'on se parle de compétition. Il y a un paquet de jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, qui ne sont peut-être pas, au contraire, qui sont anxieux, obsédés par leurs compétiteurs. Est-ce que c'est normal, en un mot, oui ou non? Oui. Non. Ah, OK. Je ne veux pas dire qu'ils sont pas normaux, là, mais concentre-toi sur ton produit, concentre-toi sur ce que tu fais, laisse faire le reste. C'est pas la compétition qui va te tuer, c'est la qualité de ce que tu fais. Je pense qu'il ne faut pas faire d'aveuglement volontaire non plus. C'est important d'être au courant de ce qui se passe dans le marché, dans le domaine, sinon tu peux vraiment te planter. Oui, te concentrer sur ton produit, mais si ton compétiteur a essayé des choses et ça n'a pas marché, tu n'es peut-être pas obligé de prendre la même track. Là. Sois réaliste. Pense pas que ton produit est meilleur que les autres s'il ne l'est pas. Sois capable de comprendre que peut-être que tu n'as pas la bonne solution. Si tu as la bonne, continue. Jean-Daniel, Carlo, Alex, merci beaucoup. Merci énormément. Je vous invite à être du prochain podcast, d'ailleurs. Super intéressant. On va recevoir Marie-Pierre Morin lors du prochain épisode. Quand même, c'est pas rien. Et on va se parler également d'un concept qui est extrêmement populaire, que j'ai découvert grâce à vous, le concept des mentors. Bye tout le monde et au prochain épisode. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!